C'est quasiment rendu une habitude hebdomadaire, hein, ces entrevues avec la députée fédérale du comté. Caroline Desbiens, bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là. Merci d'être le relais entre nous et la population. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. On a vu passer sur les réseaux sociaux des photos de vous en train de tenir des tablettes électroniques. Là. C'était quoi un petit peu l'idée derrière tout cela, là, d'aller remettre des tablettes électroniques dans les résidences de personnes âgées de la région? Ben, je veux pas attirer l'attention sur le geste. Nous autres, au fédéral, on n'a pas de budget discrétionnaire, on n'a pas d'enveloppe. On voit que même les députés provinciaux ont vu doubler leur enveloppe. Nous autres, on n'en a pas d'enveloppe. Tout ce qu'on a, c'est un budget de placement publicitaire évidemment, à travers vous, à travers tous les médias du comté, on essaie de supporter tout le monde, les organismes également, mais on n'a pas de budget discrétionnaire. Or, au Bloc, on a eu un caucus et on nous a avisé qu'on allait avoir une augmentation de salaire de 3% cette année. On a dit, voyons, une augmentation de salaire, tout le monde est dans la misère, c'est pas le temps d'avoir une augmentation de salaire. On se vote, il n'y a pas d'entreprise qui se vote à une augmentation de salaire. Et on a dit non, nous autres, on ne veut pas toucher à cet argent-là, mais on nous a laissé le loisir de la dépenser selon notre. On peut prendre le montant clair, le montant brut, c'était à notre convenance. Alors moi, j'ai dit, je vais faire le tour de la région, je cherchais une façon, avec bien peu d'argent, hein, parce que ça ne se compare pas avec les budgets d'enveloppe discrétionnaire provinciale, mais avec le montant que j'avais, ou à peu près 4-5 000 euh, qui est un peu plus que le 3%, mais ça ne me dérangeait pas, qu'on puisse équitablement repérer les centres de personnes âgées les plus démunies, les gens les plus pauvres, les OBNL qui réussissent à peine à boucler, qui ne sont pas capables de payer de soins particuliers aux gens, aux bénéficiaires. Donc, on voulait vraiment cibler des gens qui ont, entre autres, perdu leurs moyens de financement, comme le petit souper spaghetti ou l'événement qui amenait un 12-13 000 de plus dans leur boîte. Donc, j'ai dit, tiens, brisons l'isolement, offrons une tablette à chaque établissement qui est dans le besoin, les plus démunis, pour qu'ils puissent communiquer avec leur famille. Et en même temps, inviter, moi je vais essayer de le faire quand je vais avoir une petite minute, puis inviter des jeunes à communiquer avec des personnes âgées qui sont seules, qui n'ont pas de famille. Donc, moi, c'était important pour moi le tissu social dans une crise comme ça. Alors, c'était ma façon à moi, en fait, de créer un lien. Tu sais, quand tu parles au téléphone à ta grand-mère, mais que tu ne vois pas son visage, ses yeux, son expression, tu ne sais pas si elle va bien. Elle te dit oui, oui, je vais bien, mais tu ne sais pas si elle va bien. Alors, quand tu y vois, quand elle te voit aussi, il y a comme tout à coup un espèce de petit répit à toute cette angoisse. Donc, c'était l'objectif. Voilà. Puis l'idée vous J'en ai est... encore à Ouais? distribuer là, sur la côte de Beaupré. J'ai OK. pas eu de temps cette semaine, mais je vais y aller. Je me promets d'y aller en fin de semaine. Puis comment ça fonctionne, là? Comment vous avez procédé pour la sélection des établissements? J'ai demandé au personnel qui dirige, en fait, les dirigeants des CIUS, des gens qui ont l'écho des situations financières de chaque établissement, et ils m'ont dirigé, tout simplement, dans des établissements qui étaient le plus en besoin, puis qui n'avaient pas du tout besoin de moyens de s'acheter des tablettes, ou qui en avaient une, mais qui avait beaucoup de bénéficiaires, ou qui en avait une pour 3 maisons. Alors, on a essayé d'améliorer les choses. Et ça, c'est une initiative que tous les députés du Bloc font ou c'est vraiment quelque chose Non, qui vous non, est c'est la venu mienne. spontanément? Ben, c'est la mienne. Je C'est la cherchais un tienne? moyen, puis je me suis dit, le visuel, l'image, une image vaut mille mots. Moi, c'est un proverbe qui me tient à cœur, que je répète souvent. Et je pense qu'il y a quelques députés qui ont pris mon initiative par la OK. suite, mais c'est vraiment, ça vient de moi. Mon petit génie, là, de rien du tout. Puis en parallèle, ben, vous poursuivez vos actions de parlementaire, là. Dans les dernières heures, vous avez rencontré le ministre du Patrimoine, Stephen Guilbeault, là. C'était quoi l'objectif de cette rencontre-là? Ben, l'objectif de cette rencontre-là, c'est qu'on s'est parlé par téléphone, Stéphane et moi, à quelques reprises. On s'est vu sur le parquet à l'époque où on siégeait à la Chambre des communes, mais on n'avait pas pris le temps de s'asseoir les deux, de mieux se connaître et de mieux connaître nos priorités, des priorités à court terme, à moyen terme, à plus long terme. Donc, on a discuté de ça. Moi, j'ai mis ma vision des choses, j'ai partagé ma vision des choses en toute collaboration. Bien sûr, il est informé que ce qu'il va falloir bonifier dans sa démarche, il va falloir qu'il nous écoute s'il veut passer ses lois. Donc, il est très conscient de ça, mais le fonds d'urgence, on a discuté du fonds d'urgence qui a été déployé par Patrimoine Canada, qui va être qui va être effectif dans les prochaines semaines. Et on a parlé de la répartition des sommes, de l'accessibilité des sommes. Nous autres, on est au bureau, on va avoir des questions, on va devoir diriger les gens. Alors, c'est important de débroussailler ça, d'argumenter aussi sur certaines proportions qui étaient peut-être
sur lequel je me questionnais, mais c'est des technicalités là, Mhm. dont je vais vous faire grâce, mais qui permet de comprendre, de s'assurer que si Développement Canada, par exemple, Mhm. investit à supporter euh, les infrastructures d'un musée, ben Mhm. qu'ils ne soient pas pénalisés parce qu'ils ont bénéficié de la subvention salariale OK. ou qu'ils ont bénéficié de Patrimoine Canada. C'est trois choses complètement différentes et je pense que c'est des choses complémentaires que les entreprises ont besoin à lesquelles ils ont besoin de se référer. Donc, il faut absolument qu'on s'assure que l'un n'empêche pas l'autre. Et pour moi, c'était important de passer le message du matin avant que les démarches de répartition et de mise en place des programmes soient effectifs. Est-ce que la réflexion du gouvernement a évolué là, dans les derniers temps, là, à la lumière de ces discussions-là que vous avez eues? En fait, ils connaissaient un peu notre niche, si on veut, où est-ce qu'on se positionnait. J'ai eu à vérifier certaines choses. Bien sûr, c'est un fonds d'urgence. Donc, moi, je me suis assuré qu'il y allait avoir une phase 2 puis une phase 3, puis qu'il y avait des argents qui allaient. On a beaucoup parlé d'Internet haute vitesse, beaucoup parlé des GAFA. Euh, il y a une loi, il avait promis une loi, Stephen Guilbeault, sur la radiodiffusion, la télédiffusion, et une loi autour du CRTC, de ses pouvoirs et de ses. Donc, on a discuté de tout ça. On n'est pas rentré dans les détails parce qu'on va le faire dans une prochaine rencontre. Pour moi, cette rencontre-là, de 3/4 d'heure quand même, était vraiment pour m'assurer que les grandes lignes allaient être respectées, que nos régions allaient être entendues, qu'on considérait que la culture et le tourisme étaient infiniment liés et qu'on ne pouvait pas les dissocier, puis qu'en même temps, on pouvait les marier sur certains programmes, sur certains projets, qui pouvaient être bonifiés l'un et l'autre, mais que l'un n'excluait pas l'autre. Encore une fois, c'est important pour moi qu'on puisse avoir à disposition dans le comté, qui est un comté et touristique, et culturel, et agriculteur, Oui, qu'on puisse patrimonial. avoir et patrimonial, qu'on puisse avoir les aides qui s'appliquent à chacun des statuts dans des secteurs d'activité, des secteurs de besoins différents. J'allais vous parler justement du secteur touristique là, qui souffre là, dans la circonscription. Puis à cet effet-là, le gouvernement prévoit justement venir soutenir le milieu. Oui, il y a des. En fait, ce qu'on demande au Bloc, nous autres, c'est un peu la même chose que le gouvernement a donné ou a permis de donner aux pêcheurs. OK. C'est-à-dire qu'on reconnaisse le caractère saisonnier des emplois et non des travailleurs, parce que il y a une nuance entre être travailleur saisonnier et être un employé d'une entreprise saisonnière, qui a un exercice saisonnier. Moi, je pense que la nuance est importante. Donc, l'entreprise à caractère saisonnier doit avoir une considération particulière. Mhm. Et dans le domaine de la pêche, on a été entendu. L'éligibilité à l'assurance emploi, les gens sont rassurés puisque les années de référence pour être éligible à l'assurance emploi à l'automne, à la fin du travail, vont être les années de 2019. OK. Parce qu'on reconnaît à ce moment-là que l'exercice saisonnier est sensiblement toujours le même au calendrier. Oui. Et donc, les demandes d'assurance emploi se font à peu près au même moment, que les semaines assurables sont à peu près les mêmes. Alors, on s'est dit, la période de référence pourrait être celle de 2019, ça réglerait et apaiserait beaucoup d'inquiétudes au sein des travailleurs. On l'a eu pour la pêche, on essaie de l'avoir pour le caractère saisonnier dans son ensemble. Juste Et pour ça être, va être... juste pour être certain de bien comprendre, là, actuellement, c'est les travailleurs qui sont considérés comme étant saisonniers. Puis là, on ouais, aimerait c'est ça que qu'il y ait un statut particulier pour les entreprises. Puis ce statut-là, ça permettrait quoi aux entreprises? ben, c'est juste une question, c'est une nuance en fait, mais c'est une nuance qui est importante dans le sens où on pense souvent que parce que tu es saisonnier, tu es un travailleur qui ne veut pas travailler l'hiver. C'est une espèce de connotation qui est négative puis qui est attachée aux travailleurs saisonniers. Ce qu'on veut, nous, c'est sortir le caractère saisonnier de la personne, de l'individu, puis l'amener dans le caractère de l'entreprise. Et c'est pas de la faute de personne si l'entreprise a un exercice saisonnier. Un centre de ski, quand même, que ça voudra opérer l'été, oublie ça. Euh, donc, c'est pas de la faute du travailleur. Et Mhm. c'est souvent une espèce tu sais, les gens qui travaillent à l'année ont des fois une espèce de côté, pas un reproche, mais une espèce oh oui, les travailleurs saisonniers, c'est toujours la même histoire. Non, c'est qu'ils voudraient travailler à l'année, ces gens-là, mais leur expertise
les besoins en travail saisonnier pour les entrepreneurs saisonniers est important, là. Vraiment. Ça fait large part de l'économie, l'entreprise saisonnière. Mhm. Il ne faut pas, au détriment d'une espèce de perception péjorative, la dévaloriser ou la pénaliser. Donc, c'est important pour nous de faire valoir ça. Et c'est le cas de plusieurs entreprises dans mon comté. Je tiens énormément. C'est une question de fierté aussi. C'est un des Mm. volets sur lequel vous travaillez donc actuellement. Il y a aussi le comité d'urgence sur l'agriculture. Avez-vous eu Oui. d'autres rencontres? On a une rencontre cet après-midi. On en a une. J'ai assisté, j'ai participé à la période de questions. J'ai questionné Madame la ministre Bibeau sur je lui ai demandé si les petits agriculteurs, j'en ai plusieurs dans mon comté, 455 agriculteurs dans le comté, plus ou moins, là, et dont des très petits, et dont des relèves également. Je lui ai demandé s'il y avait une considération pour eux qui s'en venaient. Elle m'a promis que oui. Alors, tu sais, parce que le critère du 20 000 de salaire, de masse salariale, là, pour des petits agriculteurs qui sont enregistrés, qui ne sont pas incorporés et qui, eux autres, ils font l'exercice de leur travail, ils ont des ventes, ils ont des dépenses, puis au bout, il reste un montant, c'est à eux autres. Mais ce n'est pas un salaire, c'est ce qui leur reste dans leur poche parce que, donc, c'est important que ces gens-là ne tombent pas dans une craque puis soient supportés également. Ils ont d'autant plus besoin d'être supportés parce que l'exercice économique est très fragile et pas répandu dans des marchés protégés par des systèmes, c'est très local. Donc, mais ces gens-là sont indispensables pour manger des carottes cet été puis des fraises. Là, faut supporter ces gens-là maintenant. Et donc, j'ai vraiment attiré son attention sur l'urgence et sur le caractère des petits entrepreneurs. Parce qu'on reçoit beaucoup à la table des conférenciers, des témoins qui viennent nous parler l'impact avec les États-Unis. Mais ici, dans la région, là, il y a du monde qui font du sirop d'érable, il y a du monde qui font des fraises, il y a du monde qui font du biologique, qui n'ont pas des gros budgets, qui n'ont pas des gros salaires, mais qui sont indispensables. Alors, elle m'a entendu. Il y a la question des travailleurs étrangers aussi. Là, en tant que parlementaire, avez-vous un travail à faire à ce niveau-là? On est en train de pousser aussi sur la note du concept du permis ouvert, permis fermé. Parce qu'il y a beaucoup de travailleurs étrangers en processus de permanence au Canada et au Québec qui ont un permis fermé attaché après un seul employeur. Ce qu'on veut, nous, c'est ouvrir le permis. Puis ça, c'est une chose assez simple, je pense, qui devrait être capable d'être faite assez rapidement, mais qui permettrait à plein de travailleurs étrangers qui sont en ce moment attachés après une entreprise X d'aller travailler dans le milieu agricole. Il y a des gens qui n'attendent que ça. Moi, j'ai des téléphones de travailleurs étrangers qui me disent « Mais moi, je suis prêt à aller travailler, je suis en forme, je suis en santé, puis ça me ferait plaisir d'aller travailler dans les champs avec les agriculteurs et tout, mais je ne peux pas y aller. » Alors, on est vraiment en train de sensibiliser l'immigration là-dessus. On a une écoute, il y a des choses qui se passent. On va voir... on va bien sûr insister sur le fait qu'il y a une urgence. Tu sais, il y a des choses qui attendent dans la vie, là, mais le plant de tomate, il n'attend pas, lui. Il est dans la terre, puis il pousse, le soleil se lève, puis il s'en va là. Puis fait que, tu sais, il y a un caractère comme ça, souvent, de vraie vie qu'il faut ramener dans le monde parlementaire, qui sont un peu détachés de la réalité parfois. Donc, moi, je suis bonne là-dedans. Oui, puis c'est ça. Puis le statut ouvert, là, ça permettrait la mobilité des travailleurs selon les besoins en matière d'emploi dans le comté? Absolument. Et il y en a beaucoup, mine de rien, de ces travailleurs-là. Il faut vraiment que les choses se passent dans les prochains jours. Là. C'est imminent. Là. Ça permettrait de répondre aussi à un besoin qui est resté ouvert aussi dans le domaine de l'agriculture. Il y a encore un manque, même s'il y a des travailleurs étrangers qui sont arrivés, qui achèvent ou qui ont fini leur quarantaine puis qui ont commencé à travailler, il y a encore un vide là, qui ne sera pas comblé puis qu'il faut qu'il soit comblé. C'est très, très important pour la souveraineté alimentaire de la région, du Québec également. Le temps file. Est-ce que vous avez d'autres enjeux sur lesquels vous travaillez, là, des thèmes qui sont récurrents, là? Il y a Internet haute vitesse, j'en ai parlé tantôt au ministre. C'est sûr que le ministre du patrimoine, c'est plus ou moins son champ de bataille. C'est plus le ministre Baines qui, lui, traîne ça depuis 2 mandats. Mais c'est dans son 2e mandat qu'on lui demande ces choses-là. Par contre, Steven est tout à fait d'accord avec moi sur l'urgence. On n'est plus dans 2030 et il y en est totalement conscient. Alors, on espère qu'il y aura un débouché là-dessus. Moi, je vais revenir là-dessus régulièrement. Ils vont me trouver achalante, là. Mais écoute, ça, c'est un non-sens. Et dans cette trajectoire-là, j'aimerais vous inviter, on va célébrer les Patriotes
dimanche virtuellement, évidemment. On va se réunir virtuellement encore une fois. J'ai des beaux artistes qui se joignent à moi. L'historien Christian Harvey aussi, qui va nous parler d'un lien familial entre un patriote du temps des patriotes et la lignée de la famille qui est dans notre région. Alors, ça va être très intéressant. Puis, j'ai quelques artistes invités que je dévoile un jour à la fois. Je vais en dévoiler encore un autre aujourd'hui, qui vont être parmi nous pour faire une chanson. J'ai déjà dévoilé qu'Alexandre Béliard allait être là. Alexandre Béliard, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un auteur-compositeur qui voue sa création à immortaliser par une chanson des grands Québécois, dont les Patriotes. Il a écrit sur Papineau, sur Marie Rollet, c'est magnifique. Et il va être là. Et j'annonce en primeur, Thomas, j'annonce en primeur qu'Isabelle Simard et Éric Larochelle vont être là aussi pour une chanson qui s'appelle Un pays blanc, qui est absolument fabuleuse. Moi, je vais pousser ma chansonnette et il y a d'autres artistes qui s'en viennent. Je vais vous les annoncer sur ma page Facebook du Bloc. Et puis, c'est pas une question partisane, c'est une question de fierté nationale et de se parler de ce que nous sommes et de s'inspirer des patriotes, de leur courage, pour passer à travers les épreuves qu'on vit en ce moment. Donc, c'est juste pour se donner une belle bouffée de chaleur. Oui, puis le but un peu de cet événement virtuel-là, c'est de souligner l'apport de ces ancêtres patriotes-là à ce qui est devenu le Québec aujourd'hui. Les gens courageux au Québec, il y en a toujours eu. Ça a commencé avec les Patriotes et on est encore des gens courageux. On parle encore français parce qu'on est comme ça, parce qu'on a ce caractère-là. Il ne faut surtout pas l'abandonner, il faut le célébrer quand l'occasion se présente. Alors, c'est ce qu'on va faire dimanche. Beau temps, mauvais temps. S'il fait beau, sortez votre écran dehors, ouvrez-vous une petite bière puis célébrez avec nous autres. Ça se passe de 13h à 14h. Et vous pouvez cliquer sur la page Facebook, le lien, et vous allez arriver automatiquement sur le parterre avec nous. Madame Desbiens, merci beaucoup pour l'entrevue, puis bon week-end de 3 jours. Merci. Prenez le temps de respirer, il annonce du beau temps. Prenez le temps de prendre l'air et surtout, respectez la distanciation. Puis lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains. Voilà, c'était l'entrevue de la semaine avec la députée fédérale de la circonscription, Caroline Desbiens, qui continue son travail là, dans la région.